Cet extrait peut s'articuler en 4 moments. Et je me contenterai, dans cette première séquence, de commenter essentiellement le premier moment et le chapeau introductif qui le précède. Le premier moment, le paragraphe 1, qui est un peu à part du reste, forme une sorte de chapeau où Kant rappelle la définition de la philosophie comme législation de la raison. Il y souligne la nécessaire systématicité de la science philosophique et il y esquisse le grand partage binaire des usages théoriques et pratiques de la raison. La faculté rationnelle, quoiqu'elle soit une et indivisible, est susceptible d'au moins 2 usages, induit non pas tant par la diversité des objets auxquels elle se rapporte que par le mode ou la manière dont elle s'y rapporte, c'est-à-dire au fond par la méthode dont elle use. Le premier moment du texte, qui correspond aux paragraphes 2 et 3, distingue corrélativement 2 grands usages de la raison, l'usage pur et l'usage empirique. Il distingue au sein de la philosophie pure 2 moments. Un moment propédeutique, critique, et un moment qui le suit, proprement métaphysique. Le deuxième moment du texte, qui correspond au paragraphe 4, en déduit la bipartition ou la ramification de l'arbre métaphysique en 2 branches, une métaphysique de la nature et une métaphysique des mœurs. Cette dernière étant, au dire même de Kant, une innovation. Enfin, le troisième et dernier moment du texte, qui correspond au paragraphe 5, explicite la fonction et la méthode du criticisme, consistant à différencier, voire à isoler les facultés de connaître, les objets, les sciences, au lieu de les confondre en des amalgames ruineux. Pour ce faire, Kant va recourir à une analogie double. D'une part entre la philosophie critique et la mathématique, d'autre part entre la philosophie critique et la chimie, comprise ici comme discipline empirique, c'est-à-dire comme art expérimental, visant à séparer et purifier les corps complexes en leurs éléments matériels purs, constitutifs. Notre extrait s'ouvre donc sur le rappel du motif précédent, qui est le concept mondain ou mondanéisant, non pas tant de la philosophie que du philosopher, comme art proprement rationnel de légiférer. Le philosophe y apparaît comme créateur de génie qui donne à la raison, non pas seulement le système doctrinal des savoirs qui sont les siens, mais la méthode et les lois qui lui permettront de construire et d'engendrer légitimement pareil système. Je cite, « La législation de la raison humaine, la philosophie, die Gesetzgebung der menschlichen Vernunft, a 2 objets, la nature et la liberté. Et par conséquent, elle embrasse la loi physique, aussi bien que la loi morale. D'abord en 2 systèmes particuliers, et puis enfin en un seul système philosophique. La philosophie de la nature s'étend à tout ce qui est, celle des mœurs s'étend à tout ce qui doit être. » Fin de citation. En écho aux pages précédentes, ces lignes rappellent et soulignent la tâche la plus haute du philosophe comme législateur de la raison. Ce que le texte, au demeurant, ne dit pas, c'est que Kant admet à la fois, d'une part, bien sûr, les corps physiques, et d'autre part, les états d'âme ou les représentations psychiques, seuls donc ces 2 types d'objets sensibles épuisent le champ de la nature. La nature, donc il faut entendre ici comme corporelle et psychique, et donc en tant que premier système d'objets régi par des lois de la raison, le système des phénomènes soumis à des lois non pas simplement physiques, mais des lois de causalité déterministes. Et ces lois naturelles elles-mêmes doivent pouvoir être subsumées dans leur dimension a priorique, sous les principes supérieurs de l'entendement pur, dont l'analytique transcendantale des principes a déduit la liste exhaustive en énonçant les 4 principes de l'entendement pur. Que la nature phénoménale, corporelle, spatiale, soit régie par des lois naturelles et qui plus est physique va de soi. En revanche, Kant ne dit rien ici de la nature phénoménale psychique, qui elle aussi est pourtant régie par des lois de causalité, de type déterministe, voire en un certain sens mécaniste. Kant semble donc ici présupposer, ou du moins faire comme si, les phénomènes psychiques obéissaient à un déterminisme sinon identique, du moins similaire, au déterminisme mécanique régissant l'ordre des causes et des effets corporels. Si donc les lois naturelles se rapportent au sens grec de la physis, c'est-à-dire à cette unitotalité des étangs apparaissants, qu'ils soient des corps se mouvant dans l'espace ou des représentations psychiques se succédant dans le temps, elles sont des lois déterministes, bien que rien ne soit dit ici du type de déterminisme mécanique particulier qui régit ce volet psychique de la naturalité. Ici, en effet, l'attention de Kant ne se porte plus sur le parallélisme qui est constitutif de la nature au sens large,
les corps d'un côté, les âmes de l'autre, objet d'étude respectivement de la science physique et de la science psychologique, mais sur un parallélisme d'un autre genre, d'un parallélisme, si je puis dire, en chiasme, celui des objets qui sont, qui existent, et des objets qui doivent être ou exister, en vertu d'un devoir ou d'une obligation d'ordre moral. Cet autre type d'objets, qui ne sont pas à proprement parler, mais qui, peut-être, n'existent pas, peut-être n'ont jamais existé, dans la nature au sens large, et peut-être même n'existeront jamais, mais qui doivent nécessairement exister en vertu de lois morales, désignent ici, très précisément et par anticipation, les actes vertueux que nous accomplissons librement. En effet, ces objets particuliers d'un genre nouveau relevant d'un devoir-être, d'un Sollen, auquel s'ouvre ici, quoique timidement, la critique de la raison pure, dans le sillage du chapitre du canon de la raison pure, ces objets qui n'appartiennent pas proprement à la nature, quoiqu'ils doivent pouvoir s'y insérer sans contradiction, c'est-à-dire sans contredire la légalité déterministe qui est la sienne, ces objets particuliers, ces objets limites, qui sont appelés à exister dans le monde sensible sans pourtant obéir aux lois de causalité déterministe de celui-ci, ces objets au sens à la fois ontique et épistémique ont un statut paradoxal et désignent par anticipation les actes libres, moralement bons, les actes vertueux des hommes. Kant ne fait ici en tout cas qu'esquisser leur nature double, objet s'intégrant au monde sensible tout en échappant aux lois d'un tel monde. Ainsi, alors que par exemple le volet métaphysique de l'esthétique transcendantale se focalisait principalement sur le parallélisme entre espace et temps, Kant déplace ici son regard vers un autre parallélisme. Et ce nouveau parallélisme, qui désormais sature l'espace de la philosophie, comme science téléologique et législatrice de la raison, est le parallélisme entre ce qui est et ce qui doit être en vertu des lois morales de liberté. Ce nouveau parallélisme, qui va, à partir de 1781, devenir prégnant, ne cessera désormais de structurer les grands textes de la maturité critique, la fondation de la métaphysique des mœurs de 85 et bientôt la critique de la raison pratique de 1788.